tout type de schéma ISO confondu. En Allemagne, c'est 66 000, en Espagne, 70 000. En Italie, 100 000. D'accord. Donc, en fait, en termes de certification, on est finalement proportionnellement un petit marché. Alors qu'on est un des plus gros pays en termes d'économie, on est un relativement petit marché comparé aux autres économies européennes. Et ça, vous savez pas à quoi c'est dû ou comment ça C'est s'explique. les mœurs. Voilà, c'est C'est dû à ça. la culture. Je pense que l'Espagne a dû faire beaucoup de certifications ISO depuis quelques années, parce qu'à l'époque, l'Espagne était un pays, on va dire, en voie de développement, enfin considéré comme un pays en voie de développement. Et je pense que pour exporter vers la France, vers l'Allemagne, la plupart des entreprises Ah ont dû oui, se dire, donc du coup, il faut qu'on ait un ça certificat fait- pour se rendre voilà. un peu crédible. Aujourd'hui, vous avez ça sur l'Afrique, par exemple. On commence à avoir beaucoup de demandes du Maroc, de Tunisie, Sénégal, Côte d'Ivoire, Bénin, Togo, etc. Parce que ces gens-là, bon, quand ils travaillent qu'entre eux, ça va, on se tape dans la main, il n'y a même pas Voilà, de mais contrat de après, il faut signer, c'est un peu s'agrandir du avec, local. avec l'ouverture Mais quand à un moment donné, ils disent, internationale. ouais, je vais exporter au Maroc, à partir du Togo, ou je vais exporter vers l'Espagne, ils disent, ah, pour être crédible au niveau international, ça serait quand même bien qu'on ait un certificat international. Le certificat international, le passeport, c'est ISO 9001. Ouais. Donc ces pays-là sont plus dynamiques, donc ça c'est le cas de l'Espagne. L'Italie, c'est un cas un peu particulier, ils sont beaucoup plus nombreux parce qu'il y a une norme en Italie qui fait que si vous travaillez dans le domaine du bâtiment, enfin une norme, il y a une obligation légale, c'est que si vous travaillez dans le domaine du bâtiment, vous devez être certifié ISO 9001. D'accord. Donc vous imaginez que si demain l'État français demandait la même chose, si vous devez Ça certifier fait toutes que- les entreprises françaises dans le domaine du De bâtiment, le marché il voilà. explose. C'est-à-dire Ouais, l'ISO en France, dans ce cas-là, le marché il double ou il triple de taille. ouais. Pour travailler avec les gros appels d'offres, quand vous faites un collège, un lycée, une piscine, une barre d'immeubles, de logement, il y a des appels d'offres, on va dire toutes les entreprises de peinture, de maçonnerie et autres devraient être certifiées. Tout de suite, ce serait différent. Et l'Allemagne, je l'explique, alors c'est pas le cas de l'Italie ou de l'Espagne. L'Italie, je vous dis, c'est parce qu'il y a comme cette réglementation pour le domaine du bâtiment. L'Espagne, je pense que c'est dû au fait qu'ils ont voulu beaucoup exporter. Les Espagnols exportent quand même pas mal. Donc eux, ils se sont dit, il faut qu'on soit crédible. L'Allemagne, c'est autre chose. Eux, je pense que c'est vraiment ancré dans leurs mœurs. Et je dis, il faut absolument qu'on ait des processus carrés, reconnus par quelqu'un d'extérieur qui vient nous auditer pour être dans l'amélioration, parce qu'eux, ils veulent non seulement vendre et fabriquer la qualité en Allemagne, mais aussi l'exporter. Et donc, ils disent, il faut qu'on ait un passeport international. Et là, du coup, vous parlez de l'Allemagne, donc DEKRA Allemagne, DEKRA Deutschland. Comment expliquez-vous le contact? Enfin, c'est la société mère, c'est ça? Oui, c'est notre société mère. Voilà. Et du coup, vous êtes souvent relié avec eux. Oui, je suis en séminaire la semaine prochaine, 3 jours. D'accord. Enfin, pas la semaine prochaine, la semaine d'après. La semaine prochaine, D'accord. Et la communication, du coup, entre vous, par exemple, elle est fréquente, ouais? Oui, bien sûr. On échange, mais il n'y a pas qu'avec l'Allemagne. Moi je travaille avec eux. Alors, j'ai un cas particulier parce que l'Allemagne, c'est aussi ma maison mère. Donc, j'ai mon président qui est là-bas. D'accord, voilà. Oui. Là, j'ai aussi à remonter les résultats. S'il y a des choses, ils me posent des questions, ils vont m'appeler. Je leur explique ma stratégie, pourquoi on veut prendre l'accréditation ou pas, etc. Ouais. Mais au-delà de ça, si je retourne bas d'étage en dessous, tout ce qui est la partie commerciale, traditionnelle, je suis en contact avec les États-Unis, la Chine, l'Afrique du Sud, l'Espagne. Parce que des fois, on va avoir un client qui va nous dire, tiens, j'ai une filiale là-bas, est-ce que vous pouvez m'aider Ou on fait un appel d'offres sur toute l'Europe, donc on va consolider tout le monde, on va les appeler pour dire, donne-moi ton meilleure offre, puisqu'ils vont dans ce cas des sous-traitants pour nous, localement. Donc on a régulièrement des contacts avec la plupart des pays. Ouais. D'accord, ok. Et ça, c'est ce qui est agréable d'ailleurs dans la structure, c'est qu'on travaille vraiment de manière très... Si je veux Un peu appeler partout, Roman, le patron de la Pologne, je l'appelle. Sinon, j'ai besoin d'un de tes auditeurs parce que j'ai un client qui me demande d'aller auditer son site là-bas. Il va dire, ok, je vais passer à mes équipes. Il faut passer le message, et ça ira plus vite et ça fonctionne très très bien, c'est très réactif. D'accord. Bah, ça, c'est dû aussi à la proximité, comme vous avez évoqué tout à l'heure. C'est dû à la proximité, ouais, à la taille du réseau. Ouais. Voilà, la taille du réseau. D'accord. Et concernant donc uniquement DEKRA France, DEKRA certification ici. Donc moi, j'ai eu un schéma quand je suis arrivée premier jour de stage. Donc Pascal, il m'avait montré un peu l'organigramme, on va dire, et un peu donc la structure de certification. Donc vous êtes bien une... Je ne sais pas si c'est une filiale, mais je ne pense pas. Mais vous êtes donc ancré dans DEKRA industriel, c'est ça? En fait, il y a 3 business units. Ouais. Donc automotive, industriel et puis personnel. Et puis vous faites partie donc de DEKRA industriel. En fait, il y a 3 niveaux dans une société. Voilà. Ouais. Dans tous les groupes où vous travaillez, ça comme ça. Il y a un aspect comptable et financier. Oui. Il y a un aspect juridique. Oui. Et après, il y a un aspect plutôt de management. Oui. Voilà. Et ça peut être des choses très différentes. Donc, nous, on est une filiale complètement à part, juridiquement et comptablement parlant. Donc moi, je suis directeur général de cette filiale. Et cette filiale est possédée à 100% par DEKRA Certification Allemagne. D'accord. Donc, juridiquement parlant,
je reporte directement à l'Allemagne. C'est l'Allemagne qui gère tout ça. Aussi bien pour les reporting et la finance que pour tout ce qui est stratégie. Là, quand je vais faire l'Assemblée générale d'approbation des comptes, c'est mon président en Allemagne qui va signer, qui va approuver les comptes. Une fois que les commissaires aux comptes sont passés, là, puisqu'ils sont passés, les comptables ont terminé le bilan, c'est lui qui va approuver les comptes, qui va approuver les décisions lors de l'Assemblée générale. D'accord. Ça, c'est un aspect comptable, puisque les capitaux sont possédés par l'Allemagne. Oui, oui. Reporting. Après, il y a un aspect plutôt d'organisation dans un groupe, c'est de savoir les entités, à quelle entité le reporte, quand c'est des petites entités, etc. Donc nous, au niveau du groupe Dekra, effectivement, il y a 3 grandes divisions, pour faire simple: l'automobile, industriel et personnel. Donc, personnel, on ne l'a pas en France et dans beaucoup de pays, c'est principalement en Allemagne et en Europe centrale. Donc, pour faire simple, il y a 2 grandes divisions, automobile et industriel. Et dans ces 2 grandes divisions, il y a beaucoup de lignes de service en dessous. Dans l'automobile, il y a le contrôle technique, ce que vous connaissez quand vous amenez votre voiture, dans les centres Dekra. Mais on fait également, on a des pistes d'essai où on fait de l'homologation de véhicules. D'accord. On fait également un autre service, c'est tout ce qu'on appelle claim. C'est-à-dire quand vous tombez en panne, vous appelez un service d'assistance. Vous pensez tomber chez votre assureur, mais nous, on est un call center sous-traitant pour eux. Donc, si ça se trouve, vous tombez chez les gens de Dekra, qui sont basés en Belgique. Ça, vous ne le savez pas. Donc, sous cette grande division automobile, quand vous regardez sur la présentation que Pascal a dû vous montrer, il y a différentes lignes de service. Oui. Voilà, donc ça, c'est dans l'automobile. Et dans l'industriel, pareil. Il y a inspection électrique, il y a un certain nombre de choses, sécurité haute. Et donc, il y a les lignes de la certification dedans. Oui. Donc ça, c'est plus pour les rattacher à des mondes économiques et dans une organisation. Ok, d'accord. Donc on est dans ce qu'on appelle du matriciel. D'accord ? Parce que moi aujourd'hui j'ai 2 patrons, pour faire simple. J'ai le patron donc, de Dekra Certification qui est en Allemagne, puisque c'est mon président, et j'ai le patron de Dekra France, qui couvre toutes les activités en France, qu'elles soient de l'automobile, de l'industrie, de la certification, etc., qui est Axel Novak, qui est donc mon patron pays. D'accord. Ouais, mais maintenant je comprends mieux. Donc il y a une organisation qui est plus, quand on travaille avec Lothar, par exemple, donc mon président en Allemagne, c'est plus une organisation métier. C'est quel type de produit on veut faire, quel type d'accréditation, comment optimiser nos processus, être plus efficace. Et Axel, lui, c'est plus une organisation pays. Donc lui, son rôle, c'est qu'on ait tous les mêmes systèmes de reporting, les mêmes outils comptables, les mêmes outils RH, que ce soit conforme, que l'informatique, on ait les mêmes outils, qu'on travaille tous ensemble et que chacun ne travaille pas dans son coin sur ses applications et repaye 2 fois ou 3 fois les choses, et qu'on mette en commun tous ces éléments-là. Donc d'apporter un soutien commun à l'ensemble des filiales, et donc de s'assurer que l'ensemble des filiales qui sont en France sont en ligne pour pouvoir faire nos objectifs en termes de budget et de développement. D'accord. Et donc vous, en tant que directeur général de Dekra Certification, donc vous avez toute cette équipe-là à gérer, à manager. Ouais. On est d'accord. Enfin, il n'y a pas que celui-ci. Il y en a 4 à Limoges, j'en ai un à Lille, plus des gens qui sont home office, donc qui travaillent pour chez eux. Donc les 29 personnes. Et d'accord. Et donc vous, d'un point de vue personnel, quel type de management avez-vous recours? Enfin, quel management utilisez-vous pour pouvoir gérer moi, je fonctionne beaucoup par... en fait, chez moi, je suis obligé d'avoir des gens compétents par domaine d'activité. Donc, les gens que j'ai chez moi, c'est des gens qui sont plus compétents que moi sur les domaines dans lesquels ils sont. Bien sûr, oui. Dans des fluides, c'est spécialiste des gaz. Moi, je ne connais pas les gaz à effet de serre. Je ne suis pas spécialiste de la climoto. D'accord. Les gens dans l'agroalimentaire, que ce soit Emmanuel, Stéphanie ou Armel, que j'avais au téléphone, c'est des gens qui ont d'abord été responsables qui étaient dans des usines d'agroalimentaire. C'est des gens qui connaissent les processus de l'agroalimentaire. Quand ils rentrent dans une usine, ils connaissent tel risque, ils voient un circuit d'eau chaude comme ça qui passe à tuyau, ils disent mais attendez, pourquoi ils sont là alors que juste en dessous vous passez ce truc là, donc il y a des risques d'hygiène. Ça, moi je le connais pas. Les gens que j'ai dans le domaine du médical, je suis pas un spécialiste des prothèses mammaires ou des prothèses de hanche ou du cœur artificiel. Donc on a des gens spécialisés. Donc mon mode de management, c'est de recruter des gens pointus, compétents techniquement dans ce qu'ils font, et de les responsabiliser. C'est-à-dire qu'après on leur donne une feuille de route, et j'ai un mode de management qui est assez où je responsabilise les gens, je leur donne beaucoup d'indépendance. Je leur dis maintenant c'est à vous de gérer, à vous de faire, et après moi je juge sur le résultat. Je ne suis pas dans le genre de management minutieux, je suis toujours derrière les gens, savoir ce qu'ils font au quotidien. On se voit le matin à 9h, à midi je fais le point sur ce que vous avez fait ce matin, à 2h on redéfinit la feuille de route, et puis à 17h ce soir on voit où vous en êtes. Vous pensez qu'ils sont plus performants indépendamment de vous moi je pense que je fonctionne comme ça. Moi je trouve que moi j'ai horreur qu'on me colle au cul en permanence pour savoir ce que je fais. Je veux dire, si les personnes sont... Alors après la difficulté c'est de trouver les bons profils. Mais je pense que les personnes sont beaucoup plus épanouies si elles sont responsabilisées, si elles sont indépendantes. Ça ne veut pas dire qu'elles sont laissées tout seules. Ça veut dire que, je leur dis, voilà, vous avez une feuille de route, c'est de prospecter ce marché-là, c'est de faire grandir le marché de 15%, c'est de faire ci, faire ça. Après, moi, j'apporte le soutien qu'il faut et d'apporter les moyens qu'il faut derrière, mais que de leur dire en permanence, il faut que vous fassiez ça, il faut que vous fassiez ça, il faut que vous fassiez ça, etc. D'avoir un mode de management très directif.
D'accord. Qui sont compétents, qui sont censés savoir de faire. Et puis après, on fait un point régulier, on fait un point tous les mois, on regarde où on en est par rapport aux objectifs, si des difficultés entre-temps on les gère. Pour être passé dans d'autres sociétés, c'est un management qui, à mon avis, est plus efficace. Ça laisse une part de responsabilité du coup à la personne et Exactement. puis ça engage donc sa reconnaissance personnelle. Donc on ne limite pas les personnes. Oui, voilà, exactement. Moi, si vous voulez, au début, j'ai une feuille de route, je vais dire à quelqu'un, tiens, vous devez faire ça. Si la personne a des compétences pour faire mieux et aller au-delà, elle ne sera pas limitée. Voilà. Ouais. C'est pour ça qu'on a beaucoup de gens d'ailleurs qui viennent de la concurrence. Là, par exemple, je suis en train de recruter une personne pour aller aider Yveline. Ce qu'elle faisait chez SGS, c'était hyper formaté. C'est-à-dire, du matin au soir, c'est tac, 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 tu fais toujours la même chose. Surtout que tu ne sors pas de ce rail-là, tu fais que ça. C'est de l'industrialisation. Là, on a commencé à discuter avec elle, je lui ai montré ce qu'on faisait. Elle me dit, c'est beaucoup plus large parce qu'en fait, il y a des tâches, il y a comme ci, il y a comme ça. Vous qui êtes à la compta, vous voyez, Sonia aussi, même si c'est un peu le bordel en ce moment sur plein de trucs, mais elle me dit ce qui est intéressant, c'est qu'on fait plein de tâches différentes. Elle fait la comptabilité fournisseur, comptabilité client, elle touche nos fournisseurs, les commandes de papier, de machin, les relances. Bon, là, j'ai une ancienne, celle qui était avant, Sonia, qui était une jeune aussi, elle a voulu déménager pour se rapprocher de ses parents, pour plein de raisons personnelles, donc elle nous a quittés il y a quelques temps. Et elle est rentrée chez Norbert d'Entresangles, gros groupe et tout, donc je pense qu'elle avait même peut-être une meilleure paye haute, mais elle n'est pas restée très longtemps, parce qu'elle m'a dit, elle faisait que du recouvrement. Toute la journée, que du recouvrement, donc relancer des clients qui n'ont pas payé. Alors évidemment que nous on le fait ici, mais c'est une partie des tâches. À côté, elles font aussi la saisie des factures clients, factures fournisseurs, le paiement. Donc c'est plus riche. Alors, après, ça a d'autres problèmes, parce qu'évidemment, il y a des petits soucis, parce que c'est vrai que Marilyn est moins présente pour des raisons de santé principalement, donc c'est vrai que c'est un peu plus difficile, on a besoin de rattraper un certain retard, mais normalement, quand ça fonctionne, quand ça tourne, les gens sont plus responsabilités, voient mieux aussi la finalité de ce qu'ils font, parce que quand vous faites que ça, quand vous faites que du recouvrement toute la journée, vous dites oui, mais ok, mais ça apporte quoi à la société, voilà. Ça s'inscrit dans quel processus plus global, ça sert à quoi, donc on essaie d'avoir des gens qui ont déjà une vision globale de la société ou du service dans lequel ils travaillent, et quel va être leur rôle dans ce service. Pour qu'ils voient qu'ils sont un maillon d'une chaîne, et comme j'ai l'habitude de dire, et c'est vraiment mon mode de management, pour moi, tout le monde est aussi important. C'est pas parce qu'il y a un petit jeune qui a 20 ans qui arrive, qui sort des études et qui est payé au SMIC, et puis il y en a un autre, ça va être un expert de 55 ans qui est dans le domaine du médical, super pointu, qui est passé par plein de boîtes, donc évidemment ça salaire n'est pas le même, et puis etc. Pour moi, ces deux personnes-là sont aussi importantes. J'ai toujours dit à mes équipes, pour moi, si une personne n'est pas importante dans l'équipe, je n'en ai pas besoin. Voilà. Je la vire ou je ne la recrute pas. D'accord. Si je prends quelqu'un, c'est qu'il y en a besoin, parce que quelques années, on a eu des personnes qui étaient un peu jeunes dans la société, elles avaient tendance un peu, certaines, à se comparer les unes par rapport aux autres, en estimant qu'elles étaient plus importantes que la fille d'à côté ou que le mec d'à côté. J'ai obligé de faire 2-3 fois des réunions, à l'époque on était une dizaine, hein, j'ai dû faire des réunions de management où j'ai fait venir les gens là, j'ai écouté, si vous estimez qu'il y a des gens qui sont moins importants que d'autres, il faut me le dire, et je les vire. Alors vous allez me dire maintenant qui je dois virer. Les choses sont claires. Évidemment que la personne a parlé. Hein. Parce que je leur dis, si vous estimez que je gère mal la société et qu'on a recruté des gens qui sont moins importants, il ne faut pas les garder. Ça nous coûte. Il faut recruter d'autres personnes où on va faire des économies, on va investir sur autre chose. Donc pour moi, tout le monde est important, tout le monde a un rôle clé à jouer. Alors évidemment, on est des maillons, on est des rouages, et c'est comme dans une montre, hein, vous avez plein de petits engrenages. Il y a des petites roues, il y a des grandes roues dans une montre. Je ne sais pas si vous avez déjà vu dans une montre comment c'est. C'est pas parce que vous dites que c'est une petite roue, je vais l'enlever. Oui, mais la montre ne va pas tourner. Et c'est pas parce que c'est une grande roue, vous allez dire, celle-là coûte cher, je l'enlève. Oui, mais la reste, il ne tournera pas non plus. Il y a besoin de toutes ces roues. En fait, voilà. Alors c'est vrai qu'après, vous avez des gens qui sont plus jeunes, des gens plus âgés, vous avez des gens qui ont plus d'expérience, des gens qui ont moins d'expérience. Ça demande un mode de management un peu différent. De s'adapter surtout. Il faut s'adapter aux différentes personnes parce qu'il y en a quelquefois qui sont assez jeunes mais qui très vite comprennent le mode de fonctionnement d'une entreprise. Ils sont très responsables tout de suite, ils s'investissent, etc. Vous avez des gens qui ont beau avoir eu soi-disant des activités professionnelles, vous êtes encore obligé de leur rappeler qu'il y a des horaires de travail, que ce serait bien qu'ils arrêtent de prendre des pauses trop longues, qu'il faut qu'ils respectent l'heure, qu'il faut qu'ils respectent le temps de travail parce que s'ils ne font pas leur dossier, ça ne peut pas passer sur le bureau du copain qui lui pendant ce temps-là est en train d'empiler le retard et par contre ça met dans une situation difficile. Bon. Donc ça, c'est pas forcément des questions d'âge, c'est plutôt des questions de mentalité, d'approche. Et puis, il faut adapter votre management à ces gens-là pour pouvoir que tout ça fonctionne. C'est un peu. Moi, je fais simple, je prends des images, je dis c'est souvent comme une équipe de foot.
Il y a 11 personnes sur le terrain, il n'y a pas besoin de prendre les meilleurs, parce que si vous prenez que les meilleurs, c'est pas ça qui fait une bonne équipe. Par contre, il faut réussir à trouver des gens qui arrivent à fonctionner ensemble. Et que quand il y en a un qui court moins bien parce qu'il est fatigué, bah, c'est le copain d'à côté qui va un peu compenser, mais il va pouvoir le faire que ponctuellement, parce qu'il ne va pas falloir que celui du milieu de terrain, il se tourne un peu les pouces trop longtemps pour que les mecs de la défense derrière se prennent tout, quoi. Donc, c'est un travail d'ensemble, il faut essayer de trouver un équilibre. Vous regarderez chez moi, enfin vous ne voyez pas tout le monde ici, mais je suis très, très fan de panachage. Vous regarderez que chez moi, il y a des filles, il y a des garçons, il y a des jeunes, il y a des plus anciens.